Alors, salut une fois de plus à vous, c'est toujours Olivier Capéo. Nous avons vu dans nos précédentes vidéos plusieurs notions, plusieurs choses à connaître avant de programmer. Et aujourd'hui, nous allons effectivement voir quelque chose de très intéressant qui nous permettra de savoir effectivement ce que nous faisons lorsque nous sommes en train de coder. Il s'agit de savoir comment est-ce que fonctionne le web. Donc, comprendre le web. Alors, comme d'habitude, posez un commentaire, likez et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification parce que ça vous permettra de recevoir de nouvelles notifications lorsque les vidéos. Sachez que nous n'allons pas vraiment entrer en profondeur parce que s'il s'agirait de comprendre profondément ce qu'est le web, ça nous prendra plus d'une journée. Pour pouvoir effectivement comprendre le web, il faut d'abord savoir ce que c'est que Internet. Internet est communément appelé le réseau des réseaux. C'est un réseau d'interconnexion des ordinateurs et des serveurs entre eux sur le plan mondial. Ceci se fait au moyen d'un protocole appelé le protocole IP. On va plutôt dire que Internet est né d'un réseau d'interconnexion qui a existé auparavant, qu'on appelait ARPANET. Bien évidemment, renseignez-vous de plus sur le sujet et vous allez savoir exactement les dates précises. Quel rapport existe-t-il entre Internet et le web? Lorsque Internet est donné, il a donc proposé un ensemble de services tels que les newsgroups ou groupes de discussion, les FTP, également les emails et effectivement aussi le web. C'est vrai que de nos jours, tous les services d'Internet sont en train de converger vers le web, ce qui fait que Internet est très souvent confondu au web. Auparavant, pour utiliser chaque service d'Internet, il fallait se munir effectivement d'un logiciel spécialisé pour ce service. Notamment pour, par exemple, accéder au web avant, il fallait avoir un navigateur. Pour pouvoir faire un emailing, il fallait avoir un logiciel spécialisé pour faire des emails comme par exemple Outlook ou Yahoo Messenger avant. Et pour pouvoir faire, par exemple, du FTP ou transfert de fichiers dans les serveurs, il fallait utiliser un logiciel spécialisé comme FileZilla. Même chose pour les newsgroups. Mais de nos jours, tout cela converge vers le web. Donc, on peut déjà, à travers le web, faire tous ces autres services qui sont, par exemple, l'emailing. On peut passer par le web. Le transfert des fichiers au serveur, le FTP, on peut passer par le web et tous les autres aussi. Maintenant, les adresses IP dont nous avons vu tout à l'heure permettent de localiser une donnée précise dans le système Internet ou encore précisément dans le web. Donc, si on essaie de comprendre, on va voir que pour pouvoir retrouver un site web comme Google sur notre moteur de recherche, on aurait plutôt tendance à saisir son adresse IP pour pouvoir retrouver le site web en question. Mais comme ça sera vraiment difficile de localiser un site web à travers son adresse IP, c'est à ce moment que naît ce qu'on appelle souvent les DNS ou encore le Domain Name Service qui permettent désormais de pouvoir transformer une adresse IP en un nom très pratique que nous pouvons rapidement reconnaître. Donc, au lieu de saisir un nom comme 188.162.126.01, on aura plutôt tendance à saisir quelque chose comme www.google.com. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous saisissez par exemple l'adresse d'un site web sur votre navigateur? La véritable chose à savoir maintenant est
que sur Internet, on retrouve deux catégories d'ordinateurs. On a tout d'abord les ordinateurs clients, qui sont des ordinateurs communément utilisés par tous les internautes ou encore des téléphones mobiles. Et on a d'un autre côté les ordinateurs serveurs. Et les serveurs, quant à eux, de manière très simple, sont plutôt des ordinateurs qui permettent de garder nos sites web et de pouvoir nous fournir ces sites web lorsque nous émettons une requête. C'est une façon basique de comprendre ce que c'est qu'un serveur. Et ces ordinateurs n'ont vraiment pas d'écran pour pouvoir effectivement voir ce qu'on effectue. En réalité, les serveurs contiennent ce qu'on appelle des logiciels serveurs, permettant par exemple de comprendre ce que le client a demandé, de faire un certain nombre d'opérations et de retourner la réponse au client. Si on s'attarde un peu au fonctionnement, nous allons avoir ceci. Au départ, par exemple, je prends mon navigateur, je saisis l'adresse www.facebook.com et la requête est envoyée au serveur. Une fois reçu, le serveur dit tiens, l'utilisateur veut la page d'accueil de Facebook par exemple, et il sera donc renvoyé à ce dernier une page HTML où il verra l'accueil de Facebook. Mais lorsqu'on voit ceci, on se dit tiens, est-ce que il n'existe que du code HTML dans le web? Pour comprendre cela, on va tout simplement dire que le fonctionnement précédent est uniquement un fonctionnement statique. Dans le cas où on a un fonctionnement dynamique, on va prendre un autre exemple. L'utilisateur a déjà par exemple la page de connexion sur Facebook. Ce dernier saisit donc son numéro de téléphone et son mot de passe et décide donc de se connecter. La requête sera également envoyée au serveur de Facebook. Ce serveur recevra la requête avec les identifiants de l'utilisateur. Puisqu'il n'y avait pas déjà une page fixée pour cet utilisateur, alors le serveur, à travers par exemple le code PHP, va essayer de dire tiens, l'utilisateur demande une page dont l'identifiant est tel nom, le mot de passe est ceci, et va donc aller interroger la base de données pour dire est-ce que cet utilisateur existe bel et bien dans la base de données. Si ce dernier existe, alors un code sous le format HTML sera généré et renvoyé maintenant à l'utilisateur, où ce dernier va donc voir sa page Facebook avec son nom, ses coordonnées, etc. Ça, c'est un fonctionnement un peu plus avancé. Donc, une requête est envoyée par l'utilisateur au serveur. Le serveur prend la requête à travers un langage côté serveur, va donc traiter la requête en interchangeant avec la base de données, puis générer maintenant la page HTML désirée par l'utilisateur. Et cette page sera donc envoyée à l'utilisateur pour lui afficher ce qu'il a demandé. Raison pour laquelle de nos jours, tout est dynamique. Donc, pour pouvoir faire des applications ou des sites web, on ne se contentera pas uniquement d'apprendre le HTML. On va apprendre cela et ajouter à cela, on va également apprendre des langages back-end, c'est-à-dire des langages côté serveur qui permettent de traiter des requêtes d'utilisateurs, puis d'apprendre aussi des langages de base de données comme le SQL qui va permettre d'interchanger avec une base de données et maintenant renvoyer des requêtes d'utilisateurs vraiment spécialisées. Donc on retient que tout ce que reçoit l'utilisateur au final est une page HTML qui a déjà été traitée ou pas, ou bien qui a subi certaines modifications au serveur. C'est la raison pour laquelle la meilleure façon
d'apprendre la programmation web est de commencer par apprendre le langage HTML qui est plutôt un langage de description. Ce n'est pas un langage de programmation, c'est un langage de description de la structure d'une page web. Ok, merci de nous avoir écoutés et je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. Préparez-vous à la pratique car la prochaine vidéo sera effectivement pratique. On va commencer à toucher les choses du doigt. Merci.